Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Aujourd'hui, zoom sur la chevêchette d'Europe. Reconnaissable à son corps trapu ou encore à sa tête toute ronde et sans aigrette, elle est le plus petit rapace nocturne de notre continent. En effet, elle fait 17 cm en moyenne pour une envergure de 35 cm et un poids de 70 grammes environ. Malgré ses grands yeux jaunes, la chevêchette d'Europe ne voit pas très bien la nuit et si elle chasse surtout à l'aube ou au crépuscule, elle est également active en journée. Discrète, c'est souvent son chant qui la trahit. En effet, il peut porter jusqu'à 500 mètres. Alors avec un peu de patience, on peut réussir à l'observer près de sa loge, généralement une cavité creusée par un pic-et-pêche et qu'elle a empruntée. On recenserait plusieurs centaines de couples en France. Dans le Jura notamment, la chevêchette d'Europe affectionne les forêts d'altitude. Pouvant passer d'une excitation totale à un immobilisme absolu, la chevêchette est assez démonstrative en émotion. Perfectionniste, elle prend souvent le temps de vider et de plumer ses proies avant de les avaler. Prudente, elle ne manque pas de faire des réserves pour ne pas être prise au dépourvu pendant les intempéries. Très propre, elle nettoie souvent sa loge pour garantir la santé de ses petits. Pour tout savoir sur la chevêchette d'Europe, un petit rapace aussi discret qu'agile en vol, nous avons le plaisir d'accueillir par téléphone Julien Arbet, photographe et éducateur à l'environnement dans le département du Jura. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, petite chose étonnante, avant la chevêchette d'Europe était appelée chouette chevêchette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi maintenant on n'a plus le droit de l'appeler chouette chevêchette et pourquoi on l'appelle chevêchette d'Europe? Non, moi je l'appelle encore la chouette chevêchette, mais vous savez les noms des oiseaux ils changent régulièrement. Après pourquoi puisque c'est bien une chouette, pourquoi on l'appelle plus chouette chevêchette, je peux pas vous dire, j'en sais rien du tout. Mais bon, on sait de qui on parle. On peut confondre la chevêchette d'Europe avec la chevêche d'Athéna. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites techniques, Julien, pour la reconnaître? À quoi elle ressemble, cette chevêchette d'Europe? La chevêchette, donc vous l'avez dit, c'est une toute petite chouette. Pour donner une idée, elle est plus petite qu'un crayon de couleur qu'on mettrait debout. Alors elle est vraiment minuscule, elle est plus légère qu'un merle. Elle rentre dans des trous qui font 4 cm et demi de diamètre. C'est vraiment une chouette qui est minuscule. Elle a les yeux bien jaunes, elle est on va dire, brun sombre, moucheté de blanc. Elle a une marque blanche à l'arrière de la tête qui fait qu'on a des fois l'impression de la regarder les yeux dans les yeux alors qu'en fait elle nous tourne le dos. Disons qu'elle n'habite pas du tout dans les mêmes milieux que la chouette chevêche. Donc si on est dans une forêt de montagne, on va dire au-dessus de 1000 mètres d'altitude, dans un grand massif forestier et qu'on voit une toute petite chouette, ce sera la chouette chevêchette. Si on est dans une zone plus bocagère, plus en plaine, jusqu'à 500-600 mètres d'altitude, dans des zones plus ouvertes et que ça chante, alors là ce sera plus la chouette chevêche. On va dire que la chouette chevêchette, elle aime bien les sapins et les épicéas, et la chouette chevêche, elle aime bien les arbres fruitiers. La chevêchette, elle a pas d'aigrettes, Julien. Il y a que les hiboux qui en ont des aigrettes? Oui, c'est une des manières de différencier chouette et hibou, c'est que les hiboux ont des aigrettes sur la tête que n'ont pas les chouettes. Les aigrettes ont des touffes de plumes. On ne sait pas exactement à quoi ça sert. C'est pas vraiment des oreilles. C'est même pas du tout des oreilles. Et après, il faut faire attention, il y a certains hiboux, en fonction de leur posture, du moment dans la journée, ou quand ils roupillent, ou quand ils volent, ils peuvent avoir des aigrettes couchées sur la tête, donc du coup, elles sont pas visibles. Mais en tout cas, ils en ont. C'est juste qu'ils les couchent sur la tête. Donc la chouette chevêchette, elle a pas d'aigrettes, comme toutes les chouettes, et les hiboux, eux, ils en ont. Les femelles chevêchettes, est-ce qu'elles sont un peu plus grosses que les mâles? Moi, j'ai jamais fait la différence. J'ai suivi un couple l'an passé. En fonction des comportements, je savais si j'avais affaire au mâle ou à la femelle, mais par contre, au niveau du dimorphisme, non, j'ai pas vu de différence. C'est possible que la femelle soit légèrement plus grosse que le mâle, comme ça arrive souvent chez les rapaces. Ça saute pas aux yeux, quoi. Je le disais en introduction, malgré ses grands yeux jaunes, la chevêchette d'Europe, elle voit pas très bien dans l'obscurité totale. Du coup, elle organise comment ses journées? On la classe dans les rapaces nocturnes, parce que c'est une chouette, mais en fait, elle est surtout diurne. La nuit, comme vous l'avez dit dans l'intro, elle chasse pas. Elle dort. Elle est comme nous. Donc elle commence à se mettre en activité au crépuscule, vraiment dans les premières lueurs, on va dire à l'heure bleue, quoi, entre les premières lueurs et le lever du soleil. Elle se met en chasse, généralement vers le milieu de matinée. Ensuite, elle roupille, elle se remet en chasse le soir, 2 heures avant le coucher du soleil. Elle va se coucher la nuit. Ça, c'est en règle générale, on va dire toute l'année, sauf pendant la période d'élevage des jeunes, où là, il y a des petits à nourrir, il faut apporter la béquée, et du coup, le mâle et la femelle, ils se mettent
en chasse, on va dire, une bonne partie de la journée, quoi. Sur le couple que je suivais, moi, elle se mettait en chasse du lever du jour jusqu'aux environs de 13 heures à peu près. Et puis, elle repartait en chasse un tout petit coup le soir. On peut la rencontrer, on va dire, plus facilement le matin, entre 8 et 10 heures, c'est là où on a le plus de chances de l'entendre ou de la voir. Vous parlez de chasse, Julien. La chevêchette d'Europe, elle n'hésite pas à s'attaquer à des oiseaux qui peuvent être parfois plus gros qu'elle. Quelle est sa technique en général? Est-ce qu'elle chasse plutôt à l'affût? Ouais, elle chasse à l'affût. En fait, elle approche entre les arbres. C'est une toute petite chouette qui va se disséminer facilement dans les branches. Donc, elle est attirée par les sons, par les mouvements. Et puis, elle fonce sur sa proie. Il faut que la petite chouette, elle surprenne sa proie. Sinon, elle n'arrivera pas à attraper le merle ou la mésange ou même des proies assez grosses comme du piquet-pêche qui est beaucoup plus gros qu'elle. Donc, c'est vraiment un petit prédateur, mais qui est très agile et qui arrive à surprendre ses proies. Une fois qu'elle a attrapé sa proie, elle lui met un petit coup de bec, on va dire un gros coup de bec sur le crâne. Ça lui casse le crâne, sa proie est morte et ensuite, soit elle l'avale, soit elle l'emmène à ses jeunes. J'ai lu qu'elle aimait pas trop chasser en terrain dégagé. Vous avez observé ça, vous, sur le terrain? Ouais, elle évite les terrains dégagés. C'est vraiment une chouette forestière. Après, elle peut habiter ou chasser en lisière de forêt, mais il faut qu'elle ait du couvert forestier pas loin. Parce que ça doit être un prédateur, elle a des prédateurs qui sont plus gros qu'elle et qui vont chasser à vue dans les milieux ouverts. Je pense à l'épervier, par exemple. Et l'épervier, c'est un prédateur de la chouette chevêchette. Donc, il va falloir qu'elle se méfie. Donc, elle va se sentir plus dissimulée et plus en sécurité dans un grand milieu forestier. Après, elle peut fréquenter des sous-bois assez clairs avec des herbes, des plantes à fleurs au sol, pas forcément des forêts très denses, mais il faut qu'il y ait ce couvert forestier qui va la rassurer. Vous avez déjà pu photographier des chevêchettes d'Europe en train de vider leur proie? C'est quelque chose qu'elles font de manière rituelle? Ouais, elles le font assez systématiquement. Alors, soit elles le font à l'intérieur de la loge lorsqu'elles nourrissent les petits, soit elles le font à l'extérieur de la loge avant d'y retourner pour nourrir les petits. J'ai eu de la chance de voir ça à l'extérieur de la loge. Un mâle chouette chevêchette qui a chassé un oiseau, qui l'a transmis à la femelle l'a vidé, puis l'a ensuite emmené à ses petits. C'est pas très glamour, c'est des photos un peu particulières, mais d'un point de vue naturaliste, c'est super intéressant parce qu'on la voit vraiment enlever, sortir toutes les tripes de sa proie pour donner exclusivement la viande à ses petits. Voilà, des proies vidées et plumées. Elle fait quand même des pelotes de réjection, du coup? Ouais, elle fait des toutes petites pelotes, toutes minuscules, dans lesquelles on va trouver des poils, des bouts d'eau, des plumes, des morceaux, des griffes, des bouts de pattes d'oiseaux, tous les restes qu'elle n'a pas pu digérer, quoi. Est-ce que la chevêchette d'Europe, elle a une loge spéciale pour stocker sa nourriture? On en parlait en introduction, elle stocke pour les mauvais jours. Comment ça se passe? Quelle est sa technique? Oui, alors moi ça j'ai jamais observé, mais c'est connu chez cette chouette-là. Elle fait ses réserves, comme l'écureuil fait ses réserves de graines en hiver. Elle va faire ses réserves d'oiseaux, mais surtout de rongeurs, donc campagnols et mulots qu'elle va trouver en forêt. Et elle va les stocker soit dans une petite cavité naturelle. Je dis petite parce qu'il faut que l'entrée soit pas trop grosse pour que personne puisse lui piquer. Et sinon, elle va utiliser une ancienne loge de piquet-pêche, donc une loge qui est plus utilisée. Donc c'est un trou dans un arbre qui fait 20-25 cm de haut. L'entrée fait 4 cm et demi de diamètre. Elle rentre dans ce trou-là, elle pose tout au fond du trou. Donc à l'intérieur d'un arbre mort, elle va déposer ses rongeurs qu'elle entasse les uns sur les autres. Et puis en cas de disette, elle va venir rechercher dans son frigo les animaux qu'elle avait mis de côté. Comme beaucoup d'oiseaux, la chevêchette d'Europe, elle chante, elle a des cris de contact. Dans quel cas elle va communiquer de manière sonore? La chouette chevêchette, on peut l'entendre un petit peu toute l'année, à l'inverse de beaucoup d'autres chouettes. Enfin, la chouette hulotte et la chouette chevêchette, on peut les entendre assez régulièrement, mais on les entendra surtout de février à avril-mai à peu près, pendant la période de reproduction. Donc le mâle et la femelle vont chanter pour se retrouver et s'accoupler en général à proximité de la loge. C'est comme ça qu'on peut les repérer, comme vous disiez dans l'introduction, parce que c'est des chouettes qui sont tellement petites et qui vivent dans des forêts qui sont tellement immenses que si elles faisaient pas de bruit, elles passeraient complètement inaperçues. Donc il faut se promener au crépuscule dans ces grands massifs forestiers où on a la présence de piquet-pêche qui va fournir les loges dans lesquelles elle va aller habiter. Et puis tendre l'oreille. Et puis c'est un chant assez caractéristique. Ça ressemble un petit peu au chant du bouvreuil, mais en moins flûté. C'est juste une note répétée à intervalles réguliers. Donc ça, c'est son chant de printemps. Et à l'automne, elle a un autre chant territorial, on va dire qui est plus dansant, qui est composé de plusieurs notes. Et ça, c'est vraiment le chant qu'elle va faire avant l'hiver,
dans ces quartiers où elle a décidé de s'installer pour passer l'hiver, pour éviter qu'il y ait des concurrents ou des jeunes qui soient nés cette année qui viennent lui piquer sa place. Donc elle a 2 champs particuliers, surtout au printemps et à l'automne. Et elle communique corporellement aussi par des mouvements du corps. Ouais, alors elle est très très expressive. Hein. Elle bouge souvent la tête. Quand elle a repéré quelque chose qu'elle veut observer correctement, elle va se balancer de gauche à droite comme le font les hiboux. On dirait qu'ils dansent un petit peu, qu'ils font du déhanché. C'est assez drôle à regarder. Les enfants, ça les éclate quand ils voient les vidéos ou les photos des petites chouettes chevêchettes qui sont en train de danser. C'est des chouettes entre le mâle et la femelle. Il y a beaucoup d'expressions, de sons, de mouvements, de postures, etc. Ouais. Et des petites habitudes aussi, hein, parce qu'elle aime bien se percher à la pointe des arbres, je crois. Ouais, elle aime bien se mettre en hauteur. Elle va pouvoir surveiller son territoire. Le mâle pourra entendre les autres mâles concurrents qui sont dans le secteur. Donc c'est vrai qu'en période de chant, si on a la chance de la voir, on va la voir au sommet des arbres, souvent sur les cimes des épicéas, là où il y a quelques pommes de pin qui sont accrochées. C'est là où on se rend compte qu'elle est vraiment petite, cette chouette. Elle va descendre de ces cimes vraiment pour chasser. Donc là, elle va s'accrocher aux branches qui sont plus basses, à 2-3 mètres de la hauteur du sol, pour guetter les rongeurs au sol ou les oiseaux. Mais c'est vrai que quand elle marque son territoire, quand elle dit « You, je suis chez moi, je cherche une partenaire », là, elle est vraiment tout en haut des arbres, bien en vue, bien en évidence. Et on parle, je crois, d'un territoire assez petit, 1 km² dans le Jura, c'est vrai, vous l'avez constaté, vous, elle a tout à portée de main, sur 1 km²? Alors là, j'en sais rien parce que j'ai pas suivi, mais c'est vrai que quand on trouve un couple de chouettes chevêchettes, on le retrouve vraiment dans un secteur qui est assez réduit, quoi. Alors j'imagine qu'en période de disette, quand il n'y a pas assez de rongeurs, elle va avoir tendance à aller chasser un peu plus loin. Mais une année comme celle-là, où il y a beaucoup de campagnols rois en forêt, elle pourra sans problème sur son kilomètre-carré trouver de quoi manger et nourrir 4, 5 ou 6 petits. Hein. Il n'y aura pas de problème. Vous en parliez tout à l'heure, Julien, les parades et accouplements débutent mi-mars. Vous en avez déjà observé? Ouais, j'ai vu mes premiers accouplements l'an passé. C'était même, je crois que le premier accouplement l'an passé, je l'ai vu fin février, donc c'était très tôt, au crépuscule. J'ai revu 3 fois de suite des accouplements dans le mois qui a suivi. Les accouplements, ils ont eu lieu sur des cimes d'arbres morts, à 20-30 mètres de la loge, quoi. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, si elle s'accouple toujours à proximité de la loge, mais en tout cas là c'était le cas. Et je peux vous dire, pour mon premier accouplement, les photos étaient vraiment pas bonnes et j'étais pas placé au bon endroit, j'étais à contre-jour. Mais alors, c'était vraiment une joie intense parce que voir la plus petite chouette d'Europe qui se reproduit devant nos yeux, puis qui est quand même assez rare, c'était un beau spectacle. Les couples, ils vont choisir une nouvelle loge de nidification chaque année ou ils ont tendance à réutiliser les mêmes? Généralement, ils changent d'année en année pour plusieurs raisons, et surtout pour pas attirer les prédateurs qui pourraient s'habituer à la présence d'un nid dans le même arbre chaque année. Après, si elles sont pas dérangées, s'il n'y a pas eu de problème majeur, il n'y a pas de raison qu'elles reviennent pas nicher dans la même loge 2 ou 3 années de suite. Moi, c'était le cas l'an passé. J'avais déjà entendu le mâle chanter l'année précédente sans réussir à trouver la loge et 1 an plus tard, j'ai réussi à trouver la loge et avant la période de reproduction, j'ai trouvé au pied de la loge des anciennes coquilles d'œufs qui dataient sûrement de l'année précédente. Donc je pense qu'elles ont niché 2 années de suite dans cette loge et je les soupçonne cette année de nicher à nouveau encore dans la même loge. Donc vous voyez, hein, si tout va bien et que la maison est tranquille, bah pourquoi pas rester dans cette même maison 2-3 années de suite. La femelle, elle va pondre plusieurs œufs, mais pas le même jour. Est-ce qu'on sait pourquoi, Julien? Ouais, alors c'est une technique, il y a pas mal de rapaces, des chouettes et les hiboux qui font ça. Elle va pondre plusieurs œufs. Elle les pond pas le même jour, elle va les pondre à 1 ou 2 jours d'intervalle. Par contre, elle commence à les couver, je crois qu'elle commence à les couver tous en même temps. C'est-à-dire que les premiers œufs qu'elle pond, elle va pas les couver tout de suite. Donc ils vont pas s'incuber. Elle commence à couver une fois que tous les œufs sont pondus, ce qui fait que tous les œufs vont éclore en même temps. Donc on n'a pas, comme chez la chouette effraie par exemple, un tout petit frère, une grande sœur et un très grand frère, quoi. Ou les plus gros, quand ils ont plus rien à manger, ils mangent le petit frère qui est plus petit à côté et qui a pas de quoi se défendre. Ça arrive, c'est assez fréquent. Chez la chouette chevêchette, non, ils ont tous le même âge. Les œufs sont pondus à des périodes différentes, mais ils éclosent tous en même temps. Comment se passe l'incubation? Elle va couver toute seule, la femelle, ou elle va se faire aider par le mâle? Pour l'incubation elle-même, elle couve seule, mais elle va se faire ravitailler par le mâle qui va partir en chasse pendant qu'elle couve.
Donc le mâle, il est important parce que c'est elle qui va la ravitailler quand elle est incapable de chasser parce qu'elle doit rester sur les œufs ou même sur les oisillons, hein. Quand les œufs éclosent, on a des oisillons qui ont un petit duvet tout fin, mais ils sont pas protégés ni de l'humidité ni du froid. Donc la femelle, elle doit rester avec eux. C'est là que le mâle, il va aller chasser à droite à gauche. Et puis régulièrement revenir au nid, lancer un petit cri très fin, très strident, très aigu, un petit cri unique. La femelle sort la tête du trou, elle s'envole, elle va récupérer la proie, elle revient la manger à l'intérieur de la loge. Voilà, ils vont nourrir aussi les petits à tour de rôle? C'est la femelle qui nourrit les petits exclusivement. Donc après c'est pareil. Même quand la femelle reste plus au nid auprès de ses petits et qu'elle commence à chasser parce que ses petits ont grandi, ils sont toujours dans le nid, mais on va dire qu'ils ont moins besoin de chaleur. La femelle, elle va commencer à chasser pour eux, mais le mâle, il continue aussi son travail de pelle, il continue à chasser. Par contre, c'est jamais le mâle qui donne les proies directement aux enfants. Le mâle apporte les proies à la femelle les amène aux enfants. Donc, si vous voulez, le contact avec la nourriture, il se fait que par la femelle. La femelle va prendre grand soin à nettoyer la loge, et je crois que c'est également une scène que vous avez pu observer, Julien. Ah ouais, ça j'ai observé souvent. Bon, une fois qu'on a trouvé un nid, on s'installe dans la forêt. Moi, je m'installais régulièrement au même endroit. C'est une chouette qui est pas très farouche. Et puis on observe. Donc là, on n'est pas obligé d'être camouflé, planqué. C'est juste d'être relativement peu mobile et tranquille dans la forêt. La chouette, elle va faire sa vie sans s'occuper de nous. Et donc j'ai vu assez souvent, oui, des scènes où la femelle sort de la cavité, des pelotes de réjection, des pattes d'oiseaux, des bouts de boyaux, des morceaux de plumes, tout un tas de choses qui ne seront pas mangées par les enfants. Et alors c'est marrant, au pied de l'arbre, on a tous ces déchets qui s'accumulent et je me suis rendu compte l'année dernière qu'en fait, trouver une loge qui avait accueilli une famille de chevêchettes, c'était pas si compliqué si on guettait au pied des arbres en début d'été, parce qu'avec tous les déchets qui sont sortis de la loge, c'est assez visible et puis il y a quand même une petite odeur qu'on sent à 10-15 mètres quand on est à bon vent, quoi. Les juvéniles ont leur plumage complet au bout de 2 à 4 mois. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas voler avant ? En fait, ils font pas des grands vols, ils vont pas faire des vols sur 500 mètres de long, mais ils arrivent à voler quand même sur quelques mètres dès le premier jour. Moi, un matin, j'ai eu 4 jeunes à l'envol, donc ils sont tous envolés en même temps. Les premiers vols, ils sont assez acrobatiques, hein, ils finissent la tête dans les myrtilles. Tous les envols ont foiré de ceux que j'ai vus pour leur premier envol. Mais assez vite, ils arrivent à escalader les troncs et puis ensuite, dès le soir, ils arrivent déjà à passer de branche en branche en battant des ailes. Alors, ils vont faire des vols de 2, 3, 4, 5 mètres. Mais ils arrivent déjà à se propulser, à s'aider un peu de leurs ailes. Puis après, à force d'entraînement, ils vont... Tu sais qu'en 2-3 jours, ils passent de 2-3 mètres de haut à 15 mètres dans les arbres, quoi. Donc, ils apprennent très très vite à se muscler et à voler. Ils sont vulnérables à ce moment-là, ces petits juvéniles? La mortalité est importante? Ah ouais, c'est surtout le moment où ils sont vraiment très vulnérables parce qu'ils ont quand même du mal à se déplacer et puis surtout, ils sont bruyants. Ils ont faim, alors ils appellent tout le temps. Alors ils crient, ils communiquent entre eux les jeunes et puis ils communiquent avec la mère, donc ils appellent frénétiquement. Ils peuvent appeler comme ça à répétition pendant une demi-heure sans cesse. Et alors ça, c'est sûr que ça va attirer l'autour des palombes, l'épervier, la martre, la fouine où il y a des fouines, etc. Le renard s'ils sont au sol. Donc c'est là où il y en a pas mal qui vont passer à la casserole. Le jour de l'envol, c'est un jour qui est super important. On va dire que ceux qui arrivent à passer le jour de l'envol, ils ont une chance sur 2 de devenir adultes, quoi. Mais c'est vrai, comme quand ils sont petits, ils se font croquer. Il y a beaucoup de prédation sur ces petites chouettes quand elles savent pas encore voler. Les chevêchettes, elles migrent pas, hein, elles restent toute l'année en France. Ouais, elles ne migrent pas. Elles peuvent faire des petits déplacements, des tout petits déplacements pour la recherche de nourriture, un peu comme la chouette de Tegman, mais elle va pas faire des grands déplacements, elle va pas traverser le désert du Sahara. Non, elle reste en plein hiver quand il y a beaucoup de neige. Elle va être dans les grandes forêts d'altitude et si elle n'arrive pas à attraper de rongeurs, elle va chasser les oiseaux, quoi. Elle a cette capacité-là de pouvoir chasser des petits oiseaux quand le sol est recouvert de neige et que les rongeurs ils sont plus visibles. Ce qui fait entre autres qu'elle peut rester au même endroit toute l'année. Il y a des menaces particulières qui pèsent sur l'espèce aujourd'hui? Les modes de gestion forestière, donc la chouette chevêchette, elle a besoin d'une forêt assez variée, assez diversifiée, qui vont accueillir des insectes parasites, qui vont permettre au pic de s'installer, et c'est le pic et pêche qui va permettre à la chouette de nicher, parce que la chouette chevêchette niche que dans les trous de pic et pêche.
Donc c'est vrai que quand on a des forêts, on va dire, qui deviennent plus régulières, elles vont s'appauvrir en espèces et là on risque de perdre cette petite chouette de montagne. Elle a besoin d'une forêt diversifiée avec des arbres de différents diamètres, de différentes hauteurs et de différentes essences. Et aussi de petites clairières, des zones plus ouvertes dans lesquelles elle va chasser les rongeurs. Alors pas forcément des grands prés, ça peut être juste une toute petite trouée dans la forêt, il faut qu'il y ait du couvert pas loin, mais elle a besoin aussi de ça. Donc quand on a des grands massifs forestiers très uniformes, on a beau être en montagne et avoir un grand massif, on trouvera pas cette petite chouette-là. Et puis aussi, il y a une menace qui est liée au changement climatique, c'est la présence de la chouette culotte de plus en plus en montagne. La chouette culotte, elle aime pas l'hiver, parce qu'elle arrive pas à chasser quand il y a la neige, ou elle arrive très mal. Mais du coup, on a des hivers qui sont de moins en moins rigoureux, de moins en moins longs, ce qui fait que la chouette culotte va avoir tendance à remonter en altitude. On va dire qu'aujourd'hui, à 1100, 1200 mètres d'altitude, elle est courante, la chouette culotte. Il y a encore 20 ans de ça, c'était pas le cas. Et cette chouette culotte, qui est une grosse chouette, eh ben, au crépuscule, elle peut chasser la petite chouette chevêchette qui est minuscule. La chouette culotte arrive sur la niche écologique de la chouette chevêchette et elle va pouvoir la prédater. Donc ça, c'est aussi un risque, un déséquilibre qui est lié au réchauffement climatique. Quelle est l'observation que vous n'oublierez jamais ? Alors c'est pas vraiment une observation, mais ça m'a fait rigoler après coup, c'est que il y a 2 ans, j'entendais chanter le mâle, j'entendais chanter dans le même secteur, je guettais un autre oiseau moi, et je me dis mais c'est pas possible, je suis sûr qu'elle va nicher par là. J'ai cherché dans le bois, j'ai tourné, j'ai cherché des fameuses loges de pique et pêche dans lesquelles la chouette elle niche, impossible de trouver. Bon. Le lendemain, l'année suivante, j'entends chanter au même endroit. Je me dis, mais c'est pas vrai, elle doit bien nicher par là. Et en fait, j'étais passé juste à côté de la loge l'année d'avant. Mais j'avais dû passer à 1,50 m de la loge, mais sans la voir, parce que je la cherchais en hauteur. En général, c'est à 6, 7, 8 mètres de haut, alors que là, elle était à même pas 2 mètres, donc elle était à haute. Moi, je suis un grand gaillard, hein. Elle était à hauteur de ma tête, la loge, et moi, je cherchais beaucoup plus haut. Et ça, c'est une anecdote qui est assez rigolote, parce que j'ai tourné en me disant, mais où est-ce qu'elle est cette loge? Et en fait, elle était devant mes yeux. Et quand je l'ai trouvée l'année suivante, je me suis dit, bah, c'est quand même dingue, on peut passer tellement facilement à côté de choses qui sont évidentes et devant nos yeux. C'est pour ça que je trouve ça, c'est magique, quoi. Alors, c'est pas une observation en soi, mais on va dire que c'était les prémices de toutes les observations qu'on suivit, et pour moi, c'était un moment important. Merci beaucoup, Julien Herbé, pour toutes ces précieuses informations sur la chevêchette d'Europe. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent voir des photos de ce magnifique rapace nocturne, ils peuvent se rendre sur votre site internet www.julienherbé, et Herbé, ça s'écrit arbez.fr. Merci, Julien. Merci, Sandra. À bientôt. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.